je vous invite à prendre place, puisqu'on m'a dit que vos travaux allaient durer 4 heures sans pause. Donc ça devrait être une incitation supplémentaire à débuter, en fait. Et puis l'occasion pour moi de vous souhaiter la bienvenue donc, à la préfecture de région Île-de-France, d'accueillir le FIPHFP, donc Madame la Présidente, Madame la directrice adjointe du FIPHFP, Monsieur le représentant de la directrice régionale adjointe Île-de-France de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. Bienvenue donc au sein de cette préfecture de région Île-de-France, alors qui présente plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'avoir des locaux qui sont adaptés à ce type de rencontre, à ce type d'échange. Et ces locaux, il faut qu'on les mette à disposition du plus grand nombre. Ça, c'est pour l'aspect, j'allais dire, pratique. Et sur un aspect plus lié au sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est que la préfecture de région Île-de-France est très impliquée sur les sujets de handicap, de promotion de la connaissance du handicap. Là, on est sur un échange, une journée qui va s'intéresser au handicap invisible, le handicap psychique, plus précisément, avec un titre prometteur, si nous nous réinventions, mais la semaine dernière, on était sur des sujets d'échange avec la langue des signes. Il y a quelques semaines, on avait installé une grande aire de rugby fauteuil. Donc on a à peu près une action tous les mois ou tous les 2 mois en moyenne relative à la promotion au handicap et aux échanges. Donc vous êtes vraiment ici arrivés au bon endroit. Donc bienvenue au nom du préfet de la région Île-de-France. Donc la question du handicap invisible et plus précisément du handicap psychique, c'est d'abord un état de fait. Le handicap invisible, là vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, dans une vie, 80% d'entre nous seront confrontés à ce type d'événement, à ce type de pathologie, parce que c'est une pathologie. Et il faut le savoir, donc s'y intéresser, c'est en prendre conscience et communiquer. Depuis un certain nombre d'années, et c'est aussi la préfecture de région Île-de-France, c'est le siège de la représentation de l'État dans le département, c'est des politiques gouvernementales, un arsenal législatif. Alors je vais en citer 3, probablement les plus emblématiques. La loi du 11 février 2005, qui a défini pour la première fois le handicap en intégrant la notion de handicap psychique. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui simplifie les démarches des employeurs et qui rappelle l'importance de l'emploi direct, parce qu'on voit bien que l'inclusion, non pas l'intégration, qui est un autre sujet, mais l'inclusion est fondamentale pour nous tous en réalité, et puis pour ceux de nos concitoyens qui sont affectés par ce type de pathologie. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a réformé en profondeur la fonction publique, et en introduisant, concernant la promotion, la connaissance du handicap et son lien avec l'emploi public, la notion de référent handicap. Cet arsenal législatif, il est complété par des travaux, nécessairement, parce que c'est une matière qui évolue, et on voit bien que le chemin est encore long, même si l'objectif ici, c'est de se réinventer. On voit bien que sur la connaissance, l'intégration, l'inclusion du handicap dans notre vie quotidienne, on doit y travailler au quotidien. On a la Conférence nationale du handicap qui s'est réunie en avril 2023 et qui s'est inscrite, cette conférence nationale, dans la continuité des politiques publiques qui sont développées, en tendant notamment vers des travaux relatifs au plein emploi. Alors, ces travaux, ils ont été orientés plus précisément sur l'accompagnement des personnes en recherche ou en demande d'emploi par des professionnels de droit commun. C'est d'abord ça, l'inclusion, c'est-à-dire que Pôle emploi avant et France Travail maintenant doivent s'adapter à tous les types de publics, que ce soit du public dit classique, du public étranger, mais du public aussi en situation de handicap, avec un appui lorsque cela est nécessaire par des référents, pour le coup, par des référents formés.
on ne peut plus en effet considérer maintenant que les personnes, et là c'est au sens large, qui se trouvent dans ces situations, doivent exclusivement être réservées à l'emploi adapté. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit. Les travaux donc, de cette Commission nationale du handicap ont beaucoup œuvré dans ce sens. L'ordonnance du 26 mai 2021, qui est accompagnée par un décret, donc, qui a consacré ces travaux par la priorité d'accès et l'accompagnement des personnes dans les actions de formation des personnes en situation de handicap, le renforcement des droits avec l'inscription d'un droit à la formation professionnelle, les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience, puisque une carrière professionnelle, elle se déroule dans une entreprise, elle se déroule dans un service, mais elle évolue, et on doit tous s'inscrire dans cette dynamique-là, qui doit être aussi prise en compte. L'obligation pour chaque employeur public de formaliser des offres d'accompagnement personnalisées, qui inclut une formation adaptée pour les personnes en situation de handicap. Donc, dans ce Tour de France qui est organisé par le FIPHFP, donc c'est révéler, et ça c'est un challenge, c'est rendre visible l'invisible, parce que, je le disais tout à l'heure, 80% d'entre nous seront touchés d'une manière ou d'une autre, soit directement, soit dans notre entourage par des sujets de handicap invisible, mais s'agissant du handicap psychique, c'est un Européen sur 4. Alors on n'est évidemment pas, puisqu'il s'agit d'une pathologie bien spécifique à 80%, mais on est quand même sur des chiffres qui sont qui sont très significatifs, pour ne pas dire effarants quand on en prend connaissance. 15% des 10-20 ans ont besoin d'un suivi ou de soins directement relatifs à ces problématiques, et 7%, près de 8% des Français âgés de 15 à 85 ans ont déjà souffert de dépression. Je ne vais pas évidemment vous indiquer, je pourrais vous indiquer le nombre de suicides qui est directement lié à ce type de sujet, mais c'est véritablement quelque chose qui doit être pris en considération, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est le premier poste de dépense, la prise en charge du handicap psychique, de la sécurité sociale. Donc, une véritable problématique, une problématique de santé publique qui doit effectivement être considérée à son juste titre, puisque le handicap psychique, je le disais, on y a tous été confrontés, et au-delà des politiques publiques, mon rôle, c'est aussi de valoriser, c'est de promouvoir ce qui est fait, mais mon rôle, encore une fois, comme nous tous ici, je fais probablement partie aussi de ces 80% de personnes qui sont confrontées ou qui ont été confrontées à ces difficultés. Donc, au-delà des chiffres, au-delà des politiques publiques, on se doit, et j'évoquais tout à l'heure l'inclusion, de prendre en considération, alors on aura un grand témoin là que j'ai le plaisir de rencontrer dans quelques minutes, qui pourra vous en parler beaucoup mieux que moi, mais notre attention, elle doit d'abord être dirigée vers ces personnes qui au quotidien font des efforts pour s'adapter à leur environnement, sont confrontés à un environnement, à des proches qui leur expliquent qu'ils doivent faire des efforts pour s'adapter, qu'ils doivent travailler plus, qu'ils doivent être plus attentifs. Ces gens-là, nos concitoyens, nos familles, nos enfants, nos conjoints parfois, ils doivent se retrouver en situation de devoir en permanence faire des efforts. Et ce sont ces efforts-là qui doivent être mis en évidence, ce sont ces efforts-là qui doivent être respectés. Et nous tous, avoir pleinement conscience que les efforts... les personnes atteintes de handicap psychique, elles en font au quotidien. Elles en font quand elles prennent les transports en commun, elles en font quand elles s'adressent à leur entourage, elles en font quand elles vont faire les courses. Et c'est à nous aussi, collectivement, de se dire que en fait, les efforts doivent changer de camp. Et je pense que quand on aura compris ça, alors évidemment, l'arsenal législatif et réglementaire, il s'adapte, il suit
il suit toujours l'évolution de la société, il suit toujours les événements. Mais je pense que notre rôle à tous, et moi j'y suis particulièrement sensible, vous l'avez compris, c'est véritablement de faire en sorte, et peut-être que ce sera une des conclusions de cette matinée de travail, que les efforts changent de camp et que nous adaptions, nous, au handicap invisible et pas l'inverse. Voilà. C'est un message véritablement fort, parce que quand on aura compris ça, collectivement, et qu'on l'aura fait comprendre à nos entourages, je pense qu'on aura fait avancer les choses, ça ne coûtera rien à la sécurité sociale, ça évitera peut-être un certain nombre de textes ou de règlements, et voilà, on aura travaillé, on aura fait œuvre utile collectivement à notre niveau, à nos modestes niveaux, pour la prise en charge et pour l'intégration citoyenne, encore une fois, des personnes qui se retrouvent dans cette situation. Voilà. Très simplement, ce sont les mots d'introduction que je souhaitais vous adresser, et je vais vous laisser. Alors, je vais céder la parole à Mohamed Ayadi et à Madame Baudouin, qui vont aussi introduire cette journée. Moi, je devrais vous abandonner quelques minutes à 10h, puisque je dois rejoindre le préfet de région, mais je vous rejoins avant l'échéance des 4 heures, c'est promis. Merci à toutes et à tous. Bon, je ne suis pas Najwa Benfella, c'est bien moi, Mohamed Ayadi. En fait, je remplace au pied levé Najwa, qu'en fait sa fille est tombée malade cette nuit, donc elle n'a pas pu être présente parmi nous. Elle m'a demandé de vous lire ces éléments de langage qu'elle avait préparés et ce qu'elle voulait vous dire. D'abord, elle aurait commencé par saluer Madame la Présidente du FIP-HFPI, Monsieur le Secrétaire Général, qui est également Président du Comité local du FIP, Madame la Directrice du FIP-HFPI. Elle aurait aussi salué les membres du Comité local qui sont aujourd'hui présents, et elle vous aurait tous salué. Elle aurait été contente d'être là aujourd'hui, parce qu'en fait, cette manifestation, elle valide l'intuition de notre comité de direction, qu'il fallait organiser différemment la place du mandat du FIP dans l'action de la Banque des Territoires. Donc la Banque des Territoires, c'est une direction de la Caisse des dépôts qui, en résumé, c'est le bras armé de la Caisse des dépôts qui agit en faveur de l'intérêt général et qui œuvre pour une plus grande cohésion sociale. La Caisse des dépôts a également un mandat de représentation du FIP en région, que je représente. Et jusqu'en 2020, en fait, le directeur territorial handicap, il coexistait dans notre direction, au sein de notre direction. Il accomplissait sa mission et nous rendions compte de l'action du FIP-HFPI, de ce qui nous était demandé auprès du FIP. En 2020, en fait, le départ de Christophe Defer, qui était donc mon prédécesseur sur le poste de directeur territorial handicap, a été l'occasion en fait, de repenser la place de ce mandat dans notre organisation. En fait, le comité de direction était convaincu qu'il y avait des synergies possibles en fait, entre l'action du FIP et l'action de la Banque des Territoires, vu qu'en fait, tous deux, nous participons au bien-être de nos concitoyens et nous soutenons tous deux des projets qui créent de la valeur, bien sûr, chacun dans sa sphère d'intervention. Alors, le comité de direction a décidé de créer un pôle au sein de la direction régionale qui réunit les activités du médico-social, de la santé et du handicap, et de m'en confier la direction depuis 2020. Donc vraiment, l'idée, c'était de ne plus isoler le mandat du FIP de l'action de la Banque des Territoires. Et ça, nous sommes aujourd'hui la seule direction régionale de la Banque des Territoires à nous être organisée ainsi. Ce qui nous permet en fait d'avoir fait du mandat du FIP un axe fort de développement de la Banque des Territoires. Toujours tout ceci, toujours avec la même préoccupation que nous avons à la Banque des Territoires, d'être apporteurs de solutions, d'être utiles aux employeurs publics de la mise en œuvre de leur politique inclusive. C'est à ce que s'emploie Maëlys Boxberger qui nous a rejoint il y a un peu moins d'1 an, et c'est ce que nous faisons également avec l'appui de l'équipe du Handipact Île-de-France, qui est coordonnée par Estelle Boquet, qui sera l'animatrice des tables rondes. Alors, à l'image de l'intitulé de cette manifestation, notre direction régionale s'est réinventée, en fait, avec une organisation qui permet au FIP et à la Banque des Territoires d'en tirer profit, in fine, et au final, ce sont les employeurs qui seront les grands bénéficiaires de cette organisation que nous avons voulu au sein de notre direction régionale. Je crois pouvoir dire, et ça c'est elle qui le dit, donc le jeu c'est elle en fait, je crois pouvoir dire que cette matinée illustre la justesse de notre décision, puisque d'une part vont témoigner aujourd'hui des acteurs de la sphère sanitaire, médico-sociale et sociale, dont la complémentarité permet d'apporter une réponse globale à la personne en situation de handicap, et d'autre part, cette matinée-là se veut d'être utile. C'est le vœu qu'elle formule pour nous pour cette matinée, et elle vous remercie de son attention. Je cède la parole à Séverine Baudouin, qui est la directrice du FIP-HFP.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Secrétaire Général de nous accueillir dans ces beaux locaux et merci aussi de témoigner de votre engagement et de l'engagement plus large de la préfecture de région Île-de-France au bénéfice du handicap. Je remercie Mohamed Ayadi, le directeur territorial au handicap, Maëlys Boxberger, Estelle Bocquet et toute son équipe du Handipact, ainsi que Nicole Freinet, notre directrice de la communication, pour l'organisation de cette journée. Et puis, je voulais dire que le FIP accompagne les employeurs publics depuis 2006 et qu'il a choisi de se mobiliser. Il a choisi de se mobiliser en particulier sur les handicaps invisibles depuis 2022 à travers son programme exceptionnel et donc accorder des aides spécifiques aux employeurs publics, mais se doter d'outils, de moyens pour faire connaître les politiques qui peuvent être déployées. C'est en ce sens qu'on a établi un guide pour les aidants sur le handicap invisible que vous trouverez, je pense, dans votre pochette. Et nous avons choisi d'aller plus loin avec ce Tour de France des handicaps invisibles pour, on l'a dit déjà ce matin, rendre visible ce qui ne l'est pas. L'enjeu de rendre visible ce qui ne l'est pas, c'est pas de stigmatiser ces handicaps invisibles, mais au contraire de montrer qu'il est possible de travailler avec un handicap invisible, puisque 80% des handicaps aujourd'hui dans les collectivités de travail sont des handicaps invisibles. Mais ça n'est pas si simple. On a besoin d'échanger sur des pratiques, on a besoin de parler ensemble de modalités d'accompagnement. Ces modalités d'accompagnement, elles concernent les personnes en situation de handicap invisible, mais elles concernent aussi les managers, les collègues, donc tout le collectif de travail. Donc l'enjeu est fort de porter ces messages au sein des collectifs de travail. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec vous pour cette 11e étape de notre Tour de France des handicaps invisibles. Et chaque étape a été l'occasion de faire un focus sur une typologie de handicap invisible. On a chaque fois fait intervenir des grands témoins, des partenaires aussi qui travaillent sur ces handicaps. On a travaillé déjà sur les troubles 10, sur les cancers, sur la drépanocytose, sur les troubles psy. Aujourd'hui, en Île-de-France, on a fait le choix de traiter du sujet des handicaps psychiques. Les troubles psychiques, ce sont des affections qui vont altérer l'état de santé mentale. Ça peut prendre des formes et des expressions très différentes, d'où la complexité à les traiter. Ils apparaissent à une période particulière de la vie. Parfois, ils disparaissent, parfois, ils s'installent plus durablement. Je ne vais pas en parler davantage, puisque ce matin, il y a beaucoup de spécialistes autour de la table qui vont le faire bien mieux que moi. Mais je suis convaincue que l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi pour ces personnes est quelque chose d'absolument crucial, puisque ça en fait un sujet d'inclusion. Ces handicaps, ils sont particulièrement complexes et multiples dans leur forme et dans les situations qu'ils recouvrent. Et chaque pathologie va avoir des impacts différents sur la vie professionnelle des personnes, sur leur vie personnelle aussi. Et il va falloir qu'on déploie des modalités d'accompagnement qui sont spécifiques. Donc il est important qu'on se mobilise tous, les employeurs publics, les partenaires, pour un meilleur accompagnement de la diversité de ces situations. Le FIP finance un certain nombre de dispositifs, on va pouvoir aussi en parler ce matin et les mettre en évidence à travers le catalogue des aides. Mais comme je le disais aussi, c'est important de s'acculturer, de se former et pour permettre l'inclusion de tous. Quand on regarde le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique dans le temps, on voit qu'il progresse de manière encourageante, mais on ne peut pas résumer à ce taux d'emploi à un chiffre la situation des personnes en situation de handicap. Et on pense que ce type d'événement, ça nous permet de faire un arrêt sur image pour mettre en avant des dynamiques régionales qui sont riches partout. Et je pense que ce matin, l'Île-de-France va témoigner de la richesse de ces engagements pour concourir à faire progresser les connaissances. On va aussi essayer de capitaliser les échanges de cette matinée et les partager au niveau national pour nourrir l'envie et l'énergie de tous à faire mieux. Le Tour de France ne s'arrête pas là. On a encore quelques étapes, dont la dernière sera le 5 décembre en Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vous invite, si vous avez été intéressé, à venir peut-être sur d'autres étapes. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une matinée d'échange très fructueuse. Je reviens. Comme vous avez apprécié mon accent franc-comtois, je vais vous faire partager le plaisir de cet accent. Et juste pour vous présenter en fait le déroulé de la matinée. En fait, chaque directeur territorial de handicap devait organiser son étape dans le cadre du Tour de France sur un handicap invisible. En Île-de-France, nous avons choisi avec l'équipe du Handipact le thème du handicap psy pour deux raisons principales en fait.
Nous avons beaucoup de remontées d'employeurs publics qui nous déclarent être démunis sur le sujet. Et nous avons depuis juillet un nouveau comité local qui est très, et encore je pourrais rajouter, attentif à ce sujet-là. Donc il nous fallait prendre en compte cette demande. Si on avait organisé en fait cette étape comme on sait si bien le faire, en mobilisant des témoignages d'employeurs publics, en mobilisant des témoignages de personnes en situation de handicap ou des acteurs ressources connus des employeurs, qu'est l'emploi accompagné ou la prestation d'appui spécifique, qui est d'ailleurs tous deux financés par le FIP et la GFIP, et je remercie Lawar Merabti de sa présence parmi nous aujourd'hui, qui est délégué régional de la GFIP Île-de-France. Si on avait fait ainsi, on n'aurait sans doute pas fait preuve de grandes nouveautés. Et je pense qu'on aurait peut-être tout simplement manqué d'audace. Et le point le plus important, on n'aurait pas pu intituler notre colloque « Handicap psy et emploi » si nous nous réinventions. Alors, il nous fallait nous réinventer dans notre façon de faire. C'est ce que nous avons fait en allant faire connaissance, en allant rencontrer des acteurs de l'écosystème, en cherchant à comprendre leur action et à voir comment celle-ci peut être utile aux employeurs pour les aider à maintenir en l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette matinée, en fait, c'est que la restitution des ateliers de travail qui nous ont permis d'associer en fait, des acteurs de la santé, des acteurs du médico-social, des acteurs aussi de l'emploi et des acteurs du secteur social. Ces ateliers-là, je ne parle pas trop vite parce que j'ai un débit de parole extrêmement rapide, donc j'ai pitié pour vous, je compatis. En fait, ces matinées-là, nous les avons organisées durant le second semestre de l'année 2023, et pour rien vous cacher, en fait, on a finalisé l'organisation de cette matinée vendredi dernier. Mais cette préparation, en fait, nous a permis d'abord de faire des belles rencontres, ça c'est un point important, et d'apprendre plein de choses. Et je suis assez convaincu que cette matinée-là sera vraiment une matinée apprenante pour vous tous. Nous aurons 2 tables rondes avec de nombreux intervenants, et je tiens à les remercier de leur présence aujourd'hui et lors des ateliers de travail que nous avons organisés. Et j'ai envie de dire que si nous nous réinventions du titre de notre colloque, c'est peut-être sans doute une invitation aux employeurs publics de porter un autre regard, d'avoir une autre approche sur le handicap psy, et c'est ce que nous allons vous proposer en fait ce matin. Mais avant ces tables rondes, nous aurons le plaisir d'accueillir Joseph Chevanec, qui sera notre grand témoin de la matinée. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un tort. Mais comme vous êtes là, le tort est préparé. Il va nous éclairer, apporter un éclairage sur la question du handicap, et notamment du handicap invisible. En guise aussi d'apéritif de cette matinée-là, vous allez boire les paroles des intervenants de chacune des tables rondes, et le mot de la fin reviendra à Madame la Présidente du FIPHFP. Alors j'ai une petite pensée pour elle, je vais lui souhaiter bon courage, parce qu'en fait elle va intervenir à un moment où les estomacs vont commencer à se manifester et à vouloir passer à l'action. Et enfin, j'aurais aimé en fait dire un mot, mais en fait je n'ai pas le droit parce que la personne ne veut pas, elle ne veut pas que je dise son nom, mais sinon Maïlis en fait va me faire des histoires, donc je ne dirai rien sur le point. Je vous souhaite à tous et à tous de passer un bon moment ce matin, et je vais céder immédiatement la parole à M. Joseph Chevanec qui va intervenir et qui pourra aussi rebondir sur les tables rondes s'il le souhaite. Merci bien, bonne journée à vous, au revoir. Merci à vous, mais il ne faut jamais applaudir à l'avance, parfois on a de mauvaises surprises. En tout cas, très heureux, merci beaucoup d'avoir bien voulu m'inviter. J'ai une question à poser. Si on réfléchit, si on fait une petite rétrospective très rapide, rassurons-nous, quels sont par exemple de grands noms de personnes handicapées en politique qu'on pourrait citer dans l'histoire mondiale? On pourrait citer Delano Roosevelt, qui avait un handicap marqué, et bien avant d'ailleurs, avant d'être élu. En France, on pourrait citer le ministre Picot, P-I-C-O-T. Vous me direz quoi? Qui? Ah oui, c'était à l'époque du gouvernement d'Aristide Briand, ça fait un siècle en arrière à peu près. Et toute la problématique, nous le voyons, eh bien, le handicap n'est pas si présent que cela dans les sphères, on va dire, les plus influentes de la société. C'est un vrai défi. Il ne faut pas le prendre comme une espèce de facteur de dépression, sans mauvais jeu de mots, mais précisément comme un petit aiguillon pour peut-être agir davantage et se dire que notre action aujourd'hui
est indispensable, que les choses ne vont pas se faire spontanément. Parfois, on a une espèce de réaction, je dirais presque de paresse intellectuelle, de se dire qu'il y a telle loi, il y a telle ordonnance. Ce sont des choses excellentes. Mais est-ce que ces dispositifs légaux par eux-mêmes vont faire le boulot, quoi, À nous peut-être de faire le travail, quoi. Je crois que c'est absolument essentiel. Et peut-être encore plus essentiel dans le domaine du handicap qu'on peut appeler psychique, qu'on peut appeler invisible. Pourquoi? Tout simplement parce que suite à diverses malheureuses péripéties, il s'agit des handicaps peut-être parfois les plus excluants. Dans les années 60, années 70 peut-être, en exagérant un tout petit peu, la schizophrénie par exemple était à la mode. Voyez. Et il y a des gens illustres qui n'étaient pas du tout schizophrènes, je ne vais citer personne, mais bon, facile d'en trouver, qui se faisaient passer pour schizophrènes parce que c'était un peu à la mode, quoi. Voyez. Alors, peu importe les détails, mais en tout cas aujourd'hui, un diagnostic de schizophrénie est particulièrement excluant. Ce n'est même pas la maladie en tant que telle sur le plan purement médical, mais ce sont les réactions des gens. Voyez, on a inculqué cette idée que c'est une personne avec un couteau à minuit dans la ruelle sombre qui s'apprête à nous tuer, quoi. Alors que, comme vous le savez, la quasi-totalité des crimes les plus horribles, pardon de le dire, mais sont commis par des gens dits normaux. D'ailleurs, quand on interviewe les voisins des grands tueurs, c'est toujours la même réaction. Mais c'est un monsieur tellement charmant, il aimait le jardinage. Bon, j'arrête là. Mais en tout cas, il y a une vraie problématique sur la question politique dont j'ai essayé de parler très brièvement au début, mais aussi sur le plan, on va dire, médiatique des représentations. Alors évidemment, nous avons parmi nous des personnes extraordinaires qui agissent pour l'inclusion. C'est formidable. Mais notre action serait bien plus forte, j'en suis convaincu, si la sphère, par exemple, médiatique jouait le jeu. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. C'est un très long travail, quoi, pour permettre de diffuser de bonnes représentations des personnes concernées, de leurs capacités. Permettez-moi d'insister un petit instant sur ce mot capacité, qualité, compétence. Lorsqu'on fait la sacro-sainte évaluation, en quoi ça consiste? Ça consiste à détruire la personne en faisant la liste de ce qui ne va pas. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne approche. J'aurais presque envie de parodier un de mes anciens profs de collège, désolé pour l'espèce de psychanalyse publique, qui disait « Avec tout ce que tu ignores, il y a de quoi faire redoubler 10 élèves. » Bon, c'est peut-être vrai sur le plan factuel, mais ce n'est pas une remarque constructive. Et après tout, quand on y réfléchit, qui d'entre nous aujourd'hui sait tout faire? Je ne sais pas. Parfois, c'est comme ça qu'on détecte les grands hommes politiques parmi nous. Non, je plaisante. Mais en vérité, à titre personnel, je ne sais pas faire mes vêtements de A à Z. Je ne sais pas fabriquer ma nourriture de A à Z. Je ne sais pas fabriquer mon électricité. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à me donner des vêtements, qui m'aide à me donner je ne sais quoi en termes d'électricité ou autre. Voyez? Donc là, dépendre des autres, ce n'est pas en soi un handicap, c'est la situation humaine dite normale. C'est la condition humaine, si vous voulez le dire en ces termes. C'est tout à fait normal de dépendre des autres sur quasiment tout. Par contre, la société humaine, c'est justement la possibilité que chaque personne contribue sur un petit domaine, peut-être deux, à la société, au pot commun, si vous voulez parler comme cela, quoi. Et justement, je n'ai encore jamais rencontré de personnes handicapées qui soient dépourvues de compétences, de qualité. Voyez? Donc, plutôt que de regarder ce qui ne va pas et de bloquer totalement sur cet aspect-là, que ce soit dans une évaluation scolaire, médicale, professionnelle, si on s'intéressait à ce qui va. Et là, je crois que le panorama change tout à fait d'envergure. Permettez-moi une petite boutade. J'en discutais l'autre jour avec un copain autiste et il m'avait fait cette remarque. Je vous la relais presque mot pour mot. Le président de la République est lourdement handicapé. Il a besoin de beaucoup d'aide pour remplir ses dossiers.
C'est une remarque tout à fait marrante, mais intelligente aussi, parce que je crois n'avoir encore jamais rencontré de personnes handicapées qui auraient besoin du 10e de l'aide humaine dont bénéficie par exemple le président de la République. Et je crois un petit peu parler en connaissance de cause. Il y a un certain nombre d'années, j'ai pu être brièvement au service de la ministre des Personnes handicapées, Madame Neuville, à l'époque. Voyez. Et donc, en effet, il y a constamment quelqu'un qui dit, par exemple, Monsieur le ministre, votre véhicule est avancé. Monsieur le ministre, le repas est servi. Monsieur le ministre, il y a un tel qui est dans l'antichambre. Voici les éléments du langage. Voyez. Et on n'appelle pas ça compensation du handicap. Non. On appelle ça, par exemple, directeur de cabinet du ministre ou de la ministre. Voyez. Ça donne quand même à réfléchir. Par contre, une personne qui a un certain handicap, qui aura besoin même d'une aide extrêmement ponctuelle, parfois, ben là, ça sera compliqué, parce qu'il y a des catégories, etc. Voyez. Donc ça peut nous donner à réfléchir sur notre modèle de société, comment est-ce que nous envisageons de faire société. Mais encore revenons, si vous voulez, brièvement sur la notion de capacité. J'ai une question pour vous. Voici un stylo. Est-ce que ce stylo peut représenter un axe vertical avec une hiérarchie sur lequel on peut disposer les gens en fonction de leur performance intellectuelle? Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Voyez. Est-ce que, par exemple, un tel est à ce niveau-là et un tel est à ce niveau-là? Ça, c'était une doctrine qu'on a enseignée pendant peut-être un siècle. C'est la doctrine du test de QI, quotient intellectuel, si vous préférez. Alors, le test de QI a une histoire horrible. C'est une histoire qui remonte à la fin du 19e, où le ministère de l'Instruction publique, aujourd'hui on aurait dit Éducation nationale, avait demandé à un médecin, le docteur Binet, de créer un outil prétendument scientifique pour mettre à l'écart certains enfants plutôt que de les admettre à l'école, alors que l'école venait d'être généralisée, mais en fait pas tout à fait justement généralisée. Et donc dès lors, ce docteur Binet a créé cet outil avec un fantasme de hiérarchie biologique inamovible entre les gens. Voyez. Mais à un moment donné de ma vie, j'étais fan des tests de QI, je dois vous l'avouer. Mais à la réflexion, je me dis que c'est horrible. Vous avez un score qui détermine votre exclusion, qui détermine par exemple que vous serez mis à l'écart pour le restant de vos jours. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'intelligence humaine, ou plutôt devrais-je dire les intelligences humaines, parce qu'elles sont nombreuses, elles sont plurielles. Voyez. Et pour le dire d'une phrase, plus les années passent, et moins je sais ce que veut dire par exemple la déficience intellectuelle. Il y a 20 ans, je pensais le savoir. Aujourd'hui, j'avoue, je ne le sais pas. Et plus les rencontres se multiplient, plus les années passent, plus je me dis qu'on est surtout passé à côté de nombreuses compétences chez les gens. Je n'ai encore jamais rencontré de personnes handicapées dépourvues de qualité. Ça pourrait être presque un refrain. Mais je vais peut-être le dire par une anecdote marrante. Il y en aurait 50 à raconter. J'ai la chance d'aller régulièrement dans des établissements où vivent des personnes handicapées. Ces établissements sont souvent situés dans des lieux naturels magnifiques. D'ailleurs, si vous avez une hésitation pour les vacances d'été, je vous recommande très vivement d'aller dans des lieux où vivent des personnes handicapées. C'est dans des endroits formidables. Et d'ailleurs, on y fait d'extraordinaires rencontres. Le côté triste de l'affaire, c'est que ces lieux-là sont destinés à écarter les personnes des villes et des lieux où vivent les gens dits entre guillemets normaux. Le sont-ils? C'est un autre débat. Donc au petit matin, vers peut-être 8h et quelques, vous voyez votre serviteur avec son baluchon qui se présente à la porte de l'un de ces établissements pour une journée de formation, que sais-je. Et il arrive assez régulièrement que la personne à l'entrée, qui est donc une professionnelle du handicap, qu'elle me tende des clés parce qu'elle pense que je suis le nouveau pensionnaire des lieux. Alors c'est excellent, parce que ça veut dire que cette professionnelle comprend qu'entre les gens de l'établissement et votre serviteur, il y a un même club, quoi. Là où c'est beaucoup moins marrant, c'est pourquoi le soir venu, je serai par exemple dans une chambre d'hôtel, alors que les nouveaux camarades resteront entre quatre murs.
voyez. Et je me dis que là, on a un problème en termes de tri. Est-ce que le tri d'ailleurs veut dire quelque chose? Est-ce que ça fait sens, hein, cette exclusion-là, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas pu réfléchir autrement, fonctionner autrement? Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je suis convaincu, et ce n'est pas une sorte d'idée théorique, hein, c'est un constat concret, je suis convaincu que si on avait procédé mieux, si on avait procédé autrement, ben, les premiers bénéficiaires, vous savez qui ça aurait été? Ben, tout le monde, quoi. Voyez, hein. En fait, quand il y a une ambiance professionnelle pourrie, là j'ai un diagnostic à proposer. C'est que ça manque de handicap, quoi. Même remarque à l'école, hein, soit dit au passage, mais même si ce n'est pas la thématique du jour, hein, mais lorsqu'il y a des personnes qui ont un handicap marqué, que vous rencontrez tous les jours, qui font partie d'un groupe, de votre groupe de travail, d'une équipe si vous préférez, eh bien nécessairement chacune sera amenée à repenser ses valeurs, ces conceptions de l'être humain. Les bagarres, les guéguerres idiotes cessent très vite lorsqu'on a la chance de pouvoir souvent, si possible, tous les jours, fréquenter des personnes ayant tous les profils. Il y a une vraie vertu de cette présence directe du handicap, par exemple dans le milieu professionnel. Et c'est assez fascinant d'explorer tout cela, quoi. Un jour, lors d'un colloque, peu importe les détails, j'avais rencontré un ancien collègue de Stephen Hawking. Vous connaissez Stephen Hawking, le grand savant, quoi, hein? Et donc, bien sûr, j'étais très curieux d'en savoir davantage. J'avais interrogé assez longuement son ancien collègue. Et il m'avait rapporté qu'en fait, la principale découverte de Stephen Hawking, ce n'était même pas une question très savante sur les trous noirs quelque part dans l'espace. Ah oui, c'était un grand savant. Mais sa découverte principale, c'était que grâce à sa présence dans les équipes, eh bien, l'ambiance avait totalement changé. Malheureusement, vous le savez aussi bien que moi, dans les universités, comme ailleurs, il y a parfois de grosses rivalités, hein, il y a un tel qui veut être le chef, etc., etc. Hein. Mais en présence d'une personne comme Stephen Hawking, tout cela a soudé les équipes. Et il y a eu un vrai sentiment d'appartenance. Le travail faisait sens. Nous sommes de façon plus générale face à une vraie crise dans le milieu professionnel. Le travail, est-ce qu'il fait sens? Est-ce qu'on parviendra à recruter? Ce sont des questions essentielles dans un nombre croissant de domaines économiques. À titre personnel, je suis convaincu que la présence de personnes différentes, la présence de personnes ayant les handicaps les plus divers, cela contribue puissamment à donner du sens au travail. Je me permettrai d'illustrer cela par un très bref exemple. Et je tiens à préciser que je ne suis pas payé par eux pour faire de la publicité. Il s'agit d'une grande entreprise que nous connaissons qui s'appelle Andros. Voyez, Andros, le fabricant de yaourts, compotes, etc. Andros emploie depuis de longues années déjà un certain nombre, même un nombre certain de personnes ayant des handicaps, on va dire, très excluants. Le genre de personnes qui n'a jamais mis les pieds à l'école parce qu'on n'a pas voulu d'eux, le genre de personnes à qui on n'a pas appris à parler, des personnes qui ont parfois passé des années en fin fond des hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, ces gens-là travaillent en milieu comme vous et moi, ils ont un contrat de travail, et depuis les années, il n'y en a pas un qui soit parti alors que la porte est ouverte, quoi. Et c'est donc justement l'une de ces entreprises où lorsque le big boss arrive, les délégués syndicaux l'embrassent et le félicitent, quoi. C'est rare. Si vous connaissez beaucoup d'endroits de ce type, faites-moi signe, quoi. Voilà. Donc il y a quelque chose de puissant. Il y a des moments puissants qui peuvent survenir lorsqu'on a la chance d'avoir cette biodiversité humaine dans son environnement professionnel, personnel et autres. Je crois que c'est quelque chose que l'on doit peut-être, si vous le voulez bien, garder à l'esprit. Alors, évidemment, j'ai eu cette joie, j'ai eu peut-être malheureusement une espèce de privilège de pouvoir voyager dans le monde du handicap. Alors, très heureux qu'à présent, il y a un tour de France des handicaps invisibles. Mais cela n'a pas historiquement été toujours le cas.
Dans le monde du handicap, souvent, les bonnes solutions ne sont pas diffusées, elles circulent peu, quoi. Il y a un vrai problème de frontières sur le plan psychologique. On est dans le monde du handicap un peu comme dans l'économie de 1930, c'est extrêmement cloisonné. Voyez. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter toutes sortes de lieux professionnels à travers le monde. Et j'étais tombé sur une start-up, entre autres, du Proche-Orient, peu importe les détails. Et donc là-bas, dans cette start-up, il y avait à peu près la moitié de gens autistes et la moitié de gens non autistes. Et moi, j'avais demandé à mon guide, mais comment est-ce que vous répartissez les tâches? Quelles sont les tâches qui vont, par exemple, aux personnes autistes et quelles sont les tâches qui vont aux personnes non autistes? Et lui m'avait répondu, c'est tout simple. Les tâches humiliantes et dégradantes, nous les donnons aux non autistes. Par exemple, direction générale, management, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est dit de façon un peu potache, quoi, mais tout le monde est content à l'arrivée, quoi. Voyez? Donc, il n'y a pas dans l'absolu de hiérarchie des métiers, quoi. Il y a des compétences, il y a des profils personnels, il y a des tâches à exécuter et il faut qu'il y ait la meilleure corrélation possible entre tout cela. Si vous le permettez, quelques minutes, je vais essayer d'être bref, pour parler des différents processus du cheminement professionnel. Il y a la question de l'embauche, il y a la question de ce qu'on a appelé, même si je n'aime pas le terme, maintien dans l'emploi. C'est un terme un petit peu marqué historiquement. Il y a la question tout simplement, on va dire, de l'épanouissement. Essayons de dire quelques rapides mots, si vous le voulez, sur ces notions-là. Premièrement, sur la question de l'emploi, de l'entrée dans l'emploi. Alors, il y a du boulot, sans mauvais jeu de mots. Les procédures de recrutement telles qu'elles existent, même avec beaucoup de bonne volonté, ont des failles graves. Il y a eu des études très fascinantes sur comment est-ce qu'on peut rendre ces procédures d'entrée dans l'emploi plus inclusives. La mauvaise nouvelle, c'est que même quand on est très bienveillant, eh bien, on finit par mettre à l'écart au moins 90% des bons talents, quoi. Tout simplement parce que, qu'on le veuille ou non, on va finir par recruter la personne parce que, par exemple, elle est assise d'une certaine façon sur sa chaise, ou parce que sa cravate est comme ceci ou comme cela, ou quand il ou elle serre la main, la pression était comme ceci ou comme cela. Qu'on le veuille ou non, ce sont des paramètres qui vont finalement faire la décision de oui ou non, on recrute la personne, quoi. Et c'est fâcheux, c'est très fâcheux. Il y a eu toutes sortes de tentatives de créer un tout autre schéma. Par exemple, une épreuve pratique. Dans certains types d'activités, c'est relativement facile à mettre en place. Mais il y a aussi tout simplement une espèce de recrutement, on va dire, expérimental qui pourrait être testé, quoi. Et quand j'y réfléchis, à chaque fois qu'il m'a été donné de travailler, c'est parce qu'il y avait deux facteurs qui se sont cumulés. Premier facteur, c'est qu'une personne a décidé de court-circuiter la procédure habituelle. En d'autres termes, quelqu'un a dit « Toi, je veux que tu bosses pour moi. » Voyez ? Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, à chaque fois que j'ai pu travailler, eh bien, c'est parce qu'on a changé, on va dire, la fiche de poste. Voyez? Donc on a ici, si vous voyez bien, deux éléments. Premièrement, le fait qu'il soit parfois nécessaire d'être joueur, de recruter telle personne, et ensuite, au bout de 6 mois, on va voir, quoi. Il y a parfois cet aspect-là qui est peut-être à considérer. Et deuxièmement, cette idée que si on a une fiche de poste et qu'on cherche ensuite une personne qui corresponde aux fiches de poste, je crois qu'on ne trouvera jamais. C'est peut-être la logique inverse qu'on pourrait adopter. Alors évidemment, il y a un terme anglais pour désigner ça. C'est dans le jargon managérial, on appelle ça le job crafting, à savoir qu'on façonne le contenu du job ou de la fiche de poste, si vous préférez, en fonction des compétences, des profils de la personne qui est là face à moi.
Voyez. Donc c'est une logique inverse, mais c'est une logique puissante, hein, et pas que d'ailleurs dans le domaine du handicap, mais singulièrement dans le domaine du handicap. Hein. Et quand on y réfléchit bien, en bricolant parfois un tout petit peu, on arrivera à faire des changements considérables dans l'inclusion et dans la bonne répartition entre, je dirais, les personnes présentes dans un service, dans un lieu. Hein. C'est à considérer. Une fois que, j'allais dire, le recrutement est fait, parfois on se dit, bon ben jackpot, c'est bon quoi. Non, ça ne fait que commencer quoi. Hein. Il y a un certain nombre de recruteurs, d'excellente foi, hein, loin de moi l'idée de les critiquer, qui se disent que dès lors que mon ami tu es là, bon ben allez, on oublie ton handicap, tu fais comme tous les autres quoi. Voilà, non. Bon, ça je crois que c'est la recette du désastre quoi. Hein. Le maintien dans l'emploi, ou plutôt je dirais le fait d'être, de s'épanouir, de vivre dans l'emploi, hein, ça consiste en plusieurs choses concrètes. D'une part, et quand on est recruteur, il faut s'assurer que les conditions de vie minimales de la personne sont assurées. Est-ce qu'elle a un logement? Est-ce que ce logement est à peu près décent? Comment est-ce que la personne se rend sur le lieu du travail? Alors, traditionnellement, dans le monde de l'emploi, on ne réfléchit pas à ces choses-là. Voyez que vous habitiez ici ou à Pétaouchnok-la-Forêt, tant que vous êtes là à l'heure dite, voilà. Mais dans le cas de l'inclusion, dans le cas du handicap, il faut réfléchir à ces choses-là, quoi, voyez. Et permettez-moi d'ajouter une note triste. Je suis très triste de constater à quel point on manque de lieux ou de services où on pourrait apprendre les sciences domestiques, si j'ose dire, les sciences du frigo. Alors c'est quoi les sciences du frigo? Eh bien, c'est ce qu'il faut savoir pour fonctionner dans une société dite occidentale. Comment est-ce qu'on s'occupe de son lit? Comment est-ce qu'on s'occupe de son frigo? Ah, c'est pas une question d'intelligence, quoi. Vous pouvez avoir un prix Nobel et ne pas savoir vous occuper de votre frigo, de votre lit. Ces choses-là, par contre, on peut les apprendre. Et vous savez, l'expérience fait que s'il y a un lieu pour ces apprentissages, au bout de 2-3 semaines, très grand maximum, toute personne aura acquis une bien meilleure autonomie à ce niveau-là, quoi. Voyez, si cet apprentissage n'est pas fait, eh bien malheureusement la personne sera exclue de l'emploi, de la vie sociale, de la vie humaine en grande partie. C'est extrêmement fâcheux de se dire que ça se joue à de telles bêtises, quoi. Et à mon avis, mon petit plaidoyer serait que dans le milieu universitaire, pour certains étudiants, il y ait un parcours d'études ou un cours qui se pourrait s'appeler, que sais-je, sciences domestiques ou autres. Ça existe dans certaines universités du monde à méditer. Hein. Mais en tout cas, quand on veut travailler dans un milieu inclusif, il faudra réfléchir à toutes ces questions humaines, interhumaines, quoi. Voyez. Également réfléchir à qu'est-ce qui motive la personne. Voyez, parfois on part du principe que la motivation des travailleurs c'est telle ou telle somme d'argent à la fin du mois et les applaudissements du boss, quoi. Voyez. Ou alors les grimaces du boss selon les cas de figure, c'est plutôt le deuxième cas parfois. Voyez. Mais dans le cas de personnes qui ont un fonctionnement cognitif, intellectuel très différent, il faudra repenser cela. Voyez, il y a des gens, de nombreuses personnes qui ne tiennent absolument pas à monter dans la hiérarchie sociale, qui tiennent au travail bien fait. Et heureusement qu'il y a ces personnes-là, quoi. Si tout le monde voudrait devenir général, c'est l'armée mexicaine, quoi. Voyez. Mais dès lors, il faudra penser la motivation autrement que, comme ce que dit le dicton américain, up or out. Vous voyez, dans certaines grosses boîtes, soit vous montez la hiérarchie, soit vous sortez, quoi. Ah, ça, je crois que c'est un schéma de pensée très fâcheux qui nous prive d'une quantité de talent, quoi. Hein, voyez, donc à méditer peut-être. Hein. Et également, quel loisir est-ce qu'on proposera à la personne? Voyez, l'emploi, c'est tout cela. Hein. Ce n'est pas juste le fait d'être de telle heure à telle heure dans un bureau, quoi. C'est bien plus intéressant, bien plus riche que cela. Et à long terme, si les choses sont bien faites, j'oserais utiliser une expression qu'un ami, Jean-François Dufresne, a inventée, la notion de thérapie par le travail.
Voyez, lorsqu'on permet à une personne différente, à une personne handicapée, d'exercer un métier, une activité professionnelle en phase avec ses attentes, je crois qu'il s'agit de l'une des thérapies les plus puissantes qui soit, quoi. Pour la personne, évidemment, pour d'autres personnes aussi. Permettez-moi à ce stade de la chose, et rassurez-vous, je vous n'aurai plus trop longtemps à supporter ma voix monocorde. Voilà. Je me permettrai de mentionner ces un ou deux profils. J'ai la joie de travailler avec des personnes handicapées qui font des études de philosophie. Vous me direz, handicap et philosophie, c'est la double peine. Oui, je sais, je suis passé par là. Quand on fait philo, c'est que quelque chose de très mauvais s'est passé dans la vie, quoi. Bon, ça, déjà, Socrate disait qu'il est devenu philosophe à cause de ses ennuis conjugaux. Bon, je passe les détails, mais c'est un autre débat. Et donc, j'ai la joie d'avoir des personnes qui parfois ont des handicaps les plus lourds. Voyez, des personnes qu'on aurait refusées, et je pense parler en connaissance de cause dans beaucoup d'établissements médico-sociaux, MASFAM, etc. Oui, le handicap est parfois très lourd, mais je suis absolument frappé par le côté positif de la plupart de ces gens. Jamais je ne les entends se plaindre. Voyez, ils sont toujours partants. Si samedi à 23h, je n'exagère pas, samedi à 23h, je les contacte, on va bosser Malebranche, la réaction, ça sera « enfin, on y va !» quoi. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'étudiants dits normaux dans ce cas de figure? Oui, on va discuter de ça, quoi. Ouais. Donc, heureusement d'une certaine façon qu'il y a des gens positifs comme cela. Et moi, je vois un boulot pour eux. Coach d'étudiants dits normaux, quoi. Hein? Mais oui, exactement, quoi, exactement. Et c'est là qu'on voit tout le potentiel que l'on peut avoir. Alors bien sûr, expertise dans tel ou tel domaine, mais potentiel humain incroyable, quoi. Hein? Voyez? Alors il y a cet aspect coach, mais il y a quelque chose de peut-être encore plus puissant. Comme vous le savez, comme nous le savons, nos sociétés malheureusement sont marquées par aussi des facteurs d'exclusion socio-économique. Il y a un nombre malheureusement croissant, et c'est absolument dévastateur quand on y réfléchit, de jeunes qui sont totalement qui se retrouvent hors, on va dire, de la société, hors du monde humain, économique, etc. Eh bien, vous savez qui ou quoi, qu'est-ce qui peut contribuer à leur inclusion? Le handicap, quoi. Voyez? Alors, il y a un point tout à fait étonnant. J'ai la chance d'aller régulièrement dans des écoles, des lycées, parfois des lieux qu'on juge difficiles, quoi, hein, et pour parler de la différence du handicap. Hein. Alors, quand j'y arrive, certaines fois, les profs me mettent en garde, me disent « Joseph, méfie-toi ». Quand je commence à parler du théorème de Pythagore, il y a une volée de projectiles qui s'élance du fond de la classe, quoi. Donc moi je me dis, oula, j'ai pas mon assurance vie, quoi. Enfin, mais, sauf que l'expérience montre que quand on parle de choses humaines, quand on partage des moments vécus avec les jeunes, y compris et surtout dans les lieux jugés difficiles, tout change. Et souvent, les hiérarchies scolaires s'inversent. Celui qu'on jugeait le cancre absolu, plus proche de la drogue que d'Emmanuel Kant, si vous me permettez l'expression, c'est souvent lui qui est le plus intéressé, qui pose plein de questions et qui à la fin me dit « ça y est, je sais ce que je veux faire plus tard ». Et là, je lui ai dit « on a gagné tous les deux, mon ami ». Voyez? Et si vous voulez le voir en image, je vous recommande un film qui s'appelle Hors Norme. Voyez? Ce n'est pas une fiction, c'est un film et j'ai la chance de connaître beaucoup de gens qui sont les personnages réels du film. Et c'est là qu'on voit à quel point les personnes concernées par des handicaps cognitifs, psychiques, parfois les plus lourds, réalisent l'inclusion de jeunes que l'on croyait perdus.
Voyez? Et ça, c'est très touchant, c'est très puissant. Ce sont des moments que l'on n'oublie pas. Et juste avant de finir, permettez-moi une petite remarque. Il y a toutes sortes de métiers dans la société. Il y a des métiers extrêmement bien rémunérés. Il y a des métiers socialement hyper prestigieux. Mais est-ce que ces métiers-là sont systématiquement les plus épanouissants à titre humain? Vous savez, je ne nommerai personne, mais je suis régulièrement contacté par des gens qui ont, que sais-je, 40, 50 ans, qui ont fait parfois des carrières extraordinaires, des gens parfois très très riches, des gens qui se déplacent en jet privé. Ces personnes parfois me contactent et me disent: Joseph, je ressens une espèce de crise personnelle. Ce que je fais, oui, c'est très valorisé, mais ça ne correspond pas à qui je suis. Je ne ressens plus forcément le sens dans mon boulot. Alors moi je dis: mais bienvenue au club, on a des activités pour vous, quoi. Hein. Voilà, bienvenue, quoi. Hein. Comme l'avait dit l'un de ceux-là, il faut essayer d'avoir cette crise personnelle le plus tôt possible dans la vie. Hein, tout à fait. Hein, pour le dire de façon encore un petit peu plus mordante, hein, j'ai pu, au cours maintenant des quelques 20 années de pérégrination, rencontrer toutes sortes de gens connus. Hein, j'ai croisé je ne sais combien de milliardaires, de prix Nobel, de chefs d'État divers, quoi. Hein. Encore demain, je dois en voir un autre, quoi, de chefs d'État. Mais en fond, quand on s'intéresse à eux et quand on voit leur vie réelle, ils sont souvent malheureux. Ils sont malheureux comme des chiens, quoi. Et encore, les chiens sont souvent heureux. Par contre, je connais beaucoup de gens qui ont des handicaps lourds, qui sont bien plus heureux, qui pourraient remonter le moral, quoi, à ces gens-là. Voyez? Et la blagounette de fin, ça pourrait être à propos de ma jumelle astrale. Vous savez, oui, j'ai une jumelle astrale. Alors, c'est quoi une jumelle astrale? C'est une personne qui est née le même jour que vous, quoi. Alors, en l'occurrence, cette personne est née le même jour que moi et la même année. Vous voyez? Donc, doublement jumelle astrale. Hein? Et il s'agit de Britney Spears, quoi. Oui, c'est vrai, ce n'est pas une blague, absolument pas, c'est très sérieux. Hein. Donc Britney Spears et moi-même, nous sommes nés le même jour et la même année. J'ai découvert qu'on avait un deuxième point commun, c'est que ni elle ni moi ne savions chanter. Quoi. Bon, c'est une autre chose, je n'ai rien dit. Hein. Mais, blague mise à part, Britney Spears a eu dès le plus jeune âge un succès absolument fou. Et même si vous êtes une personne rongée par l'ambition professionnelle, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez pas espérer d'avoir un centième du succès qu'a eu Britney Spears. Il y a, que sais-je, une vingtaine d'années, quoi, un peu plus peut-être. Donc, sauf que regardons où ça a mené, quoi. Si Britney avait été en situation de handicap, vous voyez l'espèce de conclusion qui se dégage. Et c'est là que mon esprit aussitôt pense à une autre jeune femme très connue. Évidemment, Greta Thunberg, la jeune Suédoise. Greta Thunberg n'a aucun sens de hiérarchie sociale. Et à 500 mètres, on voit qu'elle est membre du club, quoi. Vous voyez ? Parfois, les diagnostics ne sont presque pas nécessaires, si j'ose dire. C'est une taquinerie, hein. Et si vous avez un moment, je vous invite à relire ce qu'écrit la maman de Greta Thunberg sur son enfance, sur les problèmes alimentaires, sur le fait qu'elle ait été virée de l'école. Et je passe mille et une problématiques. Voilà. Greta Thunberg n'a aucun sens de hiérarchie sociale. Donc, sur le plan, on va dire, du succès social, c'est très embêtant. Parce que si vous n'avez aucun sens de hiérarchie sociale, si, eh bien, par exemple, vous voulez avoir un emploi, vous arrivez dans le bureau du big boss, vous direz « qu'est-ce que ça pue ici ?» Voilà, vous n'aurez pas l'emploi, en d'autres termes, hein, on est d'accord. Greta Thunberg, elle n'a pas de compétences de hiérarchie sociale, mais pour elle, c'est un avantage majeur. À l'âge de 14 ans, qu'elle soit face à un clochard, face à l'empereur du Japon ou à la tribune des Nations Unies, elle parle du même ton et du même sujet. Parce que oui, elle ne parle que d'un seul sujet, mais que voulez-vous? On est membre du club ou on ne l'est pas, quoi. Hein, comme ça que ça marche. Le bilan des courses, les années ont passé, le bilan des courses, c'est que Greta va bien. Donc Greta doit aider Britney, quoi. Vous voyez? Vu sous cet angle-là,
ça donne quand même à réfléchir. Mais la société humaine, pour fonctionner en tant que société, a besoin de ces profils différents. Voyez, et elle ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait qu'un seul profil de gens. Alors, je ne suis pas du tout suisse, mais j'aime bien citer cette phrase qui figure dans la Constitution suisse. Elle est très belle, cette phrase, et on peut peut-être essayer de l'avoir en mémoire. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup.